La batterie, mais voilà, le nombre de participants est en train de monter, hein, déjà une trentaine. Bonjour à tous. Cinquantaine de participants. Bonjour à tous. Non, On va ne nous laisser mets pas les la gens rentrer pression. dans la salle. Voilà. Et puis, bienvenue. Alors, on est à 100 personnes. Bonjour Caroline. Salut Christophe. Bonjour. Alors, on va laisser rentrer et puis on va y aller dans une minute. Bonjour Benoît, merci des messages. Bonjour, bienvenue. Attends 30 secondes, on va y aller. Voilà. Bon, les conférenciers, vous pouvez sourire, hein, sinon ça... Non, on a l'impression que l'heure est grave, déjà qu'on parle de sujets qui sont fort sympathiques, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que bonjour à tous, on va démarrer. Je pense que tout le monde est à peu près présent. Il y a 150 personnes et ça devrait continuer à arriver. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, Alice. Ouais, ça va, très bien. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre fidélité. On a pour habitude d'organiser quelques webinaires comme ça. C'est d'ailleurs le 6e ou 7e que nous organisons. Celui-ci est sur le thème le management de la crise. On a évidemment tout à fait d'actualité. Les best practices pour rebondir. Sur les aspects pratiques, ce webinaire va se dérouler en 1 heure et terminera à 13h plus, mais relativement à l'heure normalement. Ce webinaire est normalement enregistré, Annelise, tu me le confirmes. Et puis en bas, si vous souhaitez poser des questions, et il y aura un échange de questions-réponses dans la deuxième partie de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser le petit QNR que vous voyez en bas de votre écran, mais évitez de poser des questions dans le fil, en fait, voilà, parce que sinon c'est trop compliqué pour retrouver les questions, retrouver l'information, et tout ça je le sais grâce à Annelise, ici présente, qui nous organise ce webinaire et que je remercie au passage de s'occuper avec talent de toute la partie organisationnelle. Voilà, l'aspect logistique. Quelques mots sur Delville Management pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On fête nos 10 ans. On a un petit jeune cabinet, hein, 10 ans, c'est pas très vieux. 10 ans cette année, on est dans le top 3 des acteurs du management de transition en France. On a démarré 150 missions en 2019 l'an dernier. Nous sommes 25 collaborateurs répartis dans différents bureaux en Europe et dans le monde. À Paris, où nous sommes nés, mais également à Londres, où on a une filiale depuis plus de 5 ans maintenant. J'en profite pour saluer nos amis lyonnais, où on a un bureau, et enfin à Lille, qu'on a créé en début d'année. Et puis avec un réseau de partenaires qui est situé en Autriche, Allemagne, en Angleterre, pour évidemment avoir les connexions avec les managers de transition disponibles, et anglais, et puis très bientôt en Italie, mais pour des raisons évidentes, on a un peu temporisé nos déplacements du côté de Milan. Voilà. Sur les aspects techniques, je vous invite également à nous suivre sur LinkedIn pour voilà, suivre nos activités, suivre ces invitations au webinaire et suivre les articles que nous pouvons publier. Aujourd'hui, nous sommes ravis
d'accueillir nos 3 participants. Virginie, où il y a une coquille dans le prénom, 1000 excuses, Virginie Verfeil-Tanguy, qui est donc avocate, spécialisée en restructuring, fondatrice récente du cabinet Valorem, après avoir exercé 12 ans, Virginie, chez Brémond et Associés, et vous êtes présidente de l'ARE, l'association pour le retournement des entreprises. Stéphane, vous avez créé et dirigé à multiples reprises des PME, vous avez créé et dirigé un fonds même de retournement qui s'appelle Fred Partner, avec des références de retournement réussies comme LVTech, comme Top Achat ou comme le groupe Tracker, vendu à Coyote, si je ne m'abuse. Et puis aujourd'hui, vous êtes et manager de transition et consultant en retournement, notamment auprès de fonds d'investissement. Et vous êtes membre de la TMA, comme nous, Delville d'ailleurs, la Turnaround Management Association, qui est la même chose que l'ARE, mais sur un plan plus international. Guillaume Cornu, qu'on ne présente plus également, ex-responsable chez Deloitte à l'époque du département restructuring. Guillaume, vous rejoignez EY en 2010 en tant qu'associé en charge du restructuring, puis des métiers de la transaction, et vous êtes aujourd'hui responsable du marché entrepreneur et responsable du restructuring sur la zone Europe de l'Ouest et Maghreb. Voilà, alors l'idée de ce webinaire était non pas de faire un nouveau topo sur les procédures collectives bien connues de redressement judiciaire, mais plutôt de regarder la partie amont et donc plutôt se focaliser sur les aspects de prévention. La question, c'est la suivante. Je suis actionnaire, propriétaire d'une entreprise ou je suis dirigeant d'une entreprise. Quels outils ai-je à ma disposition pour préparer cette crise sur laquelle je ne m'attarderai pas, et quels sont les bons réflexes à avoir. Alors, pour vous éclairer, c'est comme ça que nous avons constitué ce panel. L'idée était d'avoir un spécialiste du retournement, la personne de Stéphane, un spécialiste incontesté des chiffres, la personne de Guillaume, et puis on finira par Virginie, évidemment, spécialiste des aspects plus legal. Voilà. Alors, pour démarrer, une petite question à Stéphane, déjà sur la nature de cette crise, de par l'expérience que tu as eue des différentes crises précédentes et pourquoi celle-ci est différente. Voilà. Merci Patrick. Oui, effectivement, la crise que nous connaissons, elle est un petit peu différente et même assez différente des crises que nous avons l'habitude de traiter dans le cadre du retournement des entreprises, parce que quand on traite le retournement d'une entreprise, bien, les problématiques sont propres à l'entreprise et à l'exception des problématiques de financement, l'ensemble des solutions qu'on va mettre en œuvre pour retourner l'entreprise, pour restructurer l'entreprise, ces solutions, on va les trouver dans l'entreprise. Et là, la situation, elle est complètement différente. On est dans une situation où c'est les marchés qui sont malades. Et c'est parce que les marchés sont malades que l'entreprise est malade. Et donc, on a un double challenge, en fait, qui rend plus complexe la situation. C'est qu'il va déjà falloir que les marchés se rétablissent. Et puis, une fois que les marchés sont rétablis, il faudra rétablir les entreprises dans les marchés. Et on va voir qu'on ne les rétablira pas nécessairement à l'identique de ce qu'elles étaient auparavant. Parce que les crises exogènes ont des caractéristiques assez particulières. La première, c'est que la première dimension, c'est qu'on ne connaît pas la durée. On comprend bien que si la crise dure, enfin, si les effets économiques de la crise durent 4 mois, 5 mois, 6 mois, les entreprises vont pour la plupart s'en sortir sans trop de bobos, parce que les dispositions ont été mises en place pour ce faire. Mais si les effets économiques de la crise durent 18 mois ou 2 ans, là, le scénario est très différent et les conséquences seront bien plus cruelles. Une crise exogène, ça a comme effet de faire basculer le marché d'une dynamique d'offre à une dynamique de demande. Une dynamique d'offre, dans un marché normalement régulé, c'est l'offre qui booste la consommation
Et là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. C'est la demande qui est en panne pour l'instant. Les restaurants ont réouvert, mais ils ne sont pas pleins. La SNCF a reprogrammé ses lignes de train, mais ils ne sont pas pleins. Et donc, le problème, c'est d'attendre la demande. Il faut que la demande se rétablisse pour que le marché reprenne son souffle et que les entreprises puissent se réorganiser en fonction de ce que sera le marché, évidemment. Et puis, une crise exogène, ça a comme caractéristique de cristalliser les dysfonctionnements systémiques qui, petit à petit, se sont glissés au fil des années dans les marchés. C'est pour ça que les mots-clés qu'on entend aujourd'hui dans toutes les discussions, c'est relocalisation, c'est capital humain versus capital économique, c'est télétravail. Donc, on voit bien qu'il va y avoir des changements de paradigme aussi qui vont faire que les entreprises vont devoir se repositionner sur des nouveaux marchés, qu'elles vont changer de méthode de travail, que la transformation digitale s'est accélérée pendant le confinement et que c'est probablement un facteur durable, que le télétravail a explosé pendant le confinement et c'est probablement un facteur durable. Donc non seulement il va falloir se rétablir, mais il va falloir se rétablir en étant différent de ce qu'on était auparavant en fonction de l'ensemble de ces évolutions qui sont liées aux facteurs systémiques de la crise. Pour autant, crise endogène ou crise exogène, il y a pas mal de points communs, on va les traiter, on va les évoquer aujourd'hui, notamment dans la mise en œuvre des mesures d'urgence. Il faut anticiper, 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 il faut sauver le cash, il faut recréer dans l'entreprise un paradigme, il faut recréer dans l'entreprise un corpus autour d'un plan et d'un projet, il faut mettre l'entreprise en mode de gestion de crise, je pense que Guillaume nous en parlera tout à l'heure, et puis le cas échéant, il faut prendre les mesures de protection des actifs de l'entreprise, et ça je pense que Virginie nous en parlera dans un instant. Donc, il faut, je le disais, anticiper, anticiper, anticiper. Je pense qu'il est encore temps d'anticiper, mais plus très longtemps, parce que le vrai front économique de la crise, on ne l'a pas encore sur les épaules aujourd'hui, mais ça va venir. Aujourd'hui, la situation cash des entreprises, elle n'est pas mauvaise. Les dispositions qui ont été mises en œuvre y contribuent largement, le PGE, le chômage partiel, etc., etc. Mais on va rentrer dans une période où, d'une part, il va falloir faire face au report d'échéances qui ont été consentis. On va rentrer dans une période qui est la période estivale et qui traditionnellement est une période d'activité plutôt faible. Et puis après ça, on va rentrer dans le 4e trimestre où il va falloir avoir le BFR pour faire face aux charges d'exploitation courantes, d'une part, alors même que le 4e trimestre en France est historiquement un trimestre d'investissement. Dans à peu près tous les domaines, que ce soit dans le retail où il faut reconstituer les stocks, dans l'industrie où il faut préparer la fin de l'année, etc., etc. Donc le rendez-vous du cash, il se situe fin septembre, début octobre, et c'est là où il y aura reprise ou il n'y aura pas reprise. Mais on voit bien que la reprise, ce n'est pas une reprise en V comme on aurait aimé, c'est plutôt une reprise en U, mais on ne sait pas la longueur du U, à vrai dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anticiper pour un dirigeant? Anticiper aujourd'hui en prévision de ces échéances de rentrée aujourd'hui, ça veut dire déjà avoir un regard très objectif sur sa situation et sur ses perspectives de l'entreprise. Ça veut dire établir l'inventaire des mesures conservatoires qui seraient possibles pour l'entreprise. Ça veut dire élaborer le plan et le budget de reprise, mais aussi élaborer le plan et le budget du worst case, c'est-à-dire, et si la reprise s'attarde, je fais quoi? C'est identifier les compétences et les ressources qu'il va falloir mettre en œuvre si je suis dans le plan du worst case. Ça doit être vraiment anticipé. Et puis, le cas échéant, c'est prendre dès à présent les mesures conservatoires possibles sur le cash, sur les actifs, on va en parler, celles tout du moins qui ne berreraient pas la possibilité de rebond à la rentrée. Puis si la reprise n'est pas là à la rentrée, alors j'aurai encore 2-3 boutons sur lesquels il faudra que j'appuie, mais au moins je les aurai identifiés et j'aurai déjà pris les autres mesures. Pour bien mesurer la nécessité de l'anticipation, je voudrais rappeler rapidement 2-3 données. L'OCDE vient de publier une prévision très pessimiste d'ailleurs de recul du PIB français sur 2020 de 11,4%. Ça veut dire qu'il y a un choc économique. Si c'est ça, c'est un choc économique qui est vraiment unique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et encore, on sait, ça c'est pour 2020, on ne sait pas ce qui sera sur 2021. Et pour bien mesurer la chose, je voudrais rappeler simplement qu'en 2009, après la crise des subprimes, le PIB français avait reculé de 2,9%. Donc on est en train de parler de 2,9 au regard de 11,4%. Et dans le cadre des subprimes, le PIB avait mis 6 années pleines pour revenir à son niveau d'avant la crise. Donc on compare le premier trimestre 2008 avec le 4e trimestre 2013. Et voilà, il a fallu 6 ans pour que le PIB revienne. Alors, comparaison n'est pas raison, parce que là, en l'occurrence, il y a des dispositions qui ont été prises pour soutenir les entreprises d'une part et pour essayer de soutenir la consommation. Mais la consommation, pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, voilà, ça permet de bien voir le schéma économique, le tableau économique et les mesures d'anticipation qu'il faudrait prendre.
Après ça, je disais, il faut sauver le cash. Alors ça, je laisserai ce chapitre à Christophe et Virginie parce que c'est vraiment leur univers complètement. Je voudrais juste en dire un mot. Il y a des aspects positifs dans la situation. C'est qu'à chaque fois qu'on a vu des compressions de marché importantes, après l'échec pétrolier de 78, de 93, après la crise des subprimes en 2008, chaque fois qu'on a vu des compressions de marché très importantes, on a aussi vu des rebonds qui étaient très importants, et notamment dans le domaine des consolidations. Les entreprises qui auront su préserver leur cash, les entreprises qui auront su préserver leur rentabilité, s'adapter aux situations et conserver leur capacité d'endettement seront les consolidateurs du marché de demain. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'à chaque situation de rebond comme ça, on a vu que les leaders d'hier n'étaient plus nécessairement les leaders de demain. En tous les cas, il y a une redistribution des parts de marché. Donc, il y a vraiment des opportunités. Il faut simplement gérer le truc avec le plus de sang-froid. Et gérer la crise, alors là, je peux parler d'expérience parce que j'en ai géré comme ça une bonne dizaine de PME, de TI dans des différents secteurs d'activité. Ça ne procède pas du tout de l'improvisation, ça ne procède pas du hasard, ça procède d'un plan, ça procède d'une méthodologie, d'une méthode vraiment bien maîtrisée. La sortie de crise, c'est la somme de petites améliorations dans tous les domaines de l'entreprise et c'est la petite amélioration de productivité de chacun dans l'entreprise qui finalement changera le compte de résultat de l'entreprise. Après ça, il y a des problématiques de financement. Guillaume et Virginie nous en parleront. Donc, l'aventure du retournement, c'est véritablement une problématique de mobilisation collective dans l'entreprise. Un plan opérationnel de retournement, ça se structure, c'est l'expérience que j'ai vécue une dizaine de fois, en gros en 3 phases, qui peuvent correspondre d'ailleurs à 3 exercices sociaux. On n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail des 3 phases, mais je me tiens à la disposition de ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet ultérieurement. Je voudrais juste dire un mot de la phase 1, qui est la plus délicate, qui est la plus technique aussi d'ailleurs, et qui est celle des décisions parfois douloureuses. La finalité de cette phase 1, c'est de recréer du cash flow. Voilà, il faut que je revienne à un cash flow positif et l'indice de référence, c'est l'excédent brut d'exploitation. En fait, dans cette phase 1, tout ce qui ne contribuera pas à l'amélioration court terme de l'EBE, c'est des choses que je dois gérer au second plan. Et là, moi, patron d'entreprise, il faut que je fasse preuve de sang-froid, il faut que je fasse preuve de résilience parce qu'il va y avoir énormément de pression. Les intérêts des parties prenantes de l'entreprise ne sont plus alignés. On est tous copains quand tout va bien et quand c'est un peu plus difficile, il y a des intérêts particuliers qui sont plus tout à fait alignés entre le commissaire aux comptes, les investisseurs, les actionnaires, les dirigeants, les représentants du personnel, etc., etc. Moi, patron d'entreprise, une fois que ce plan a été élaboré et dans la perspective de l'amélioration de l'EBE et de la recréation d'un cash flow positif, il faut que je sois solide dans mes bottes et il faut que j'avance droit sur mon objectif sans céder à toutes les pressions qui vont s'exercer sur mes épaules. Et pour ce faire, j'ai intérêt à bien m'entourer parce que résister, ce n'est pas facile. Mais sans tout ça, le capital humain, sans le capital humain, rien ne serait possible. Donc, un mot pour conclure du capital humain. En état de stress, et dans une crise, on est en état de stress, on est même dans le flou. D'ailleurs, on est à la fois dans le stress et dans le flou. Il faut absolument, et c'est le rôle du patron d'entreprise, il faut absolument traiter cet état de stress qui fait que les collaborateurs ont perdu de recul, ils sont en état de doute. Est-ce que je vais avoir un job demain? Ils sont en état de perte de confiance vis-à-vis d'eux-mêmes, perte de confiance vis-à-vis des collaborateurs, des managers, pire encore, perte de confiance au regard du projet d'entreprise, parce que le projet d'entreprise, il est un peu perdu dans la crise. Mon rôle, c'est vraiment de recréer ce corpus, et ça aussi, c'est assez technique comme démarche. Il faut recréer un momentum autour d'un projet, et dans le flou de la crise, il faut que je sois capable d'énoncer des choses claires et des choses mesurables. Pour ce faire, impliquer les équipes dans la constitution du plan, de ce fameux plan, parler en transparence, c'est-à-dire qu'en fait, le projet commun, c'est plus un développement international ou ceci ou cela. Le projet commun, c'est juste qu'on recrée un EBE, un cash flow positif. Donc, c'est ça qui devient le projet commun ou partagé. Et c'est par rapport à cet objectif-là qu'on va partager les efforts. Donc, il faut annoncer ce plan clairement, il faut annoncer ses étapes, il faut annoncer les difficultés, il faut annoncer les objectifs. Chose très importante, c'est qu'il faut redéfinir les objectifs individuels au regard de chaque étape d'avancement du plan. Ça ne sert à rien de dire dans 1 an, on sera là. Dans 2 mois, on doit être là dans 2 mois. Et donc, je redéfinis les objectifs de chacun par rapport à ces quick wins court terme. C'est comme ça qu'il faut manager la chose. C'est donc un processus qui est itératif, qui est progressif, qui est ongoing.
Et puis, très régulièrement, il faut rendre compte à chaque étape. Et c'est très important pour les collaborateurs parce que c'est le moment qui leur permet de mesurer le chemin parcouru dans le plan, mais c'est aussi le moyen de matérialiser le résultat de leurs efforts, parfois de leurs sacrifices, parce qu'il peut y avoir des réductions de salaire, il peut y avoir des situations un peu compliquées, mais c'est aussi une façon de consolider l'adhésion au projet pour chacun des collaborateurs. Et puis c'est un moment important pour le management aussi, parce que c'est l'occasion d'identifier les maillons fragiles dans la chaîne opérationnelle, et c'est le moment d'appréhender l'état psychologique des troupes. Justement, tu conseilles, je ne sais pas si on m'entend bien, justement, tu conseilles le fonds d'investissement, tu conseilles le dirigeant d'entreprise, tu le coaches, tu t'assieds à côté de lui pour lui donner cette feuille de route, cette nouvelle feuille de route, et tu appelles Guillaume, ici présent, spécialiste du chiffre, des chiffres, et que te répond Guillaume? Ouais, merci Patrick. Bonjour à tous. Je partage évidemment tout ce que Stéphane a pu dire parce que je crois que dans le monde de la restructuration, ce qui compte avant tout, c'est l'humain et j'allais dire très lié à l'humain, l'expérience. Juste peut-être pour prendre un tout petit peu de recul, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier et comme vous le disiez, j'anime aussi le segment entrepreneur. Donc la définition chez nous, c'est des startups jusqu'aux sociétés qui font jusqu'à 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est PME et ETI. Et ce qui est assez inédit, hein, c'est le mot qui a été beaucoup utilisé ces temps-ci, c'est qu'entre le 15 et le 16 mars, je ne sais pas quelle est la proportion de PME et ETI, mais qui du jour au lendemain se sont retrouvés dans une situation typique restructuring. Pourquoi je dis ça? C'est que, comme le disait Stéphane, tout s'est arrêté du jour au lendemain. On a arrêté de payer, on a arrêté d'encaisser, on a arrêté de faire du business. Et donc, les entreprises ont été confrontées à ce que vivent toutes les entreprises en difficulté, à savoir une crise potentielle de trésorerie à très court terme. Et dans toutes les situations de trésorerie, il y a situations de restructuring, il y a toujours plusieurs étapes. La première, c'est la gestion du court terme. La gestion du court terme, ça veut dire qu'il faut se mobiliser sur son cash. Alors, c'est une banalité de le dire, c'est autre chose que de le faire, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas toujours une très bonne visibilité dans l'entreprise sur sa trésorerie et que les entreprises sont rarement, y compris les grosses boîtes, sont rarement habituées à gérer la trésorerie dans les situations de crise. Donc, le premier point, la première mesure à prendre, c'est effectivement d'abord se dire c'est le cash. Alors, on dit souvent cash is king, c'est le nerf de la guerre. Là, plus que jamais, et moi, je dis souvent à mes clients dans ce genre de situation, concentrons-nous sur la trésorerie, on s'occupera de la rentabilité dans un deuxième temps. L'objectif numéro 1, c'est de survivre. Quand je disais que les entreprises ne sont pas toujours équipées, c'est qu'il y a un outil qu'il faut construire assez rapidement. Alors, dans notre jargon, on appelle ça une prévision de trésorerie à 13 semaines. 13 semaines, c'est 3 mois. Je la qualifie souvent de prévision de trésorerie d'épicier et dans ma bouche, ce n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Donc, se donner une vision encaissement, décaissement et qu'on actualise tous les jours pour gérer au plus fin sa trésorerie et surtout prendre les bonnes décisions. Et cette prévision de trésorerie, qui est donc le point très important, c'est tout d'abord un outil de pilotage, mais c'est aussi un outil de communication. J'insiste beaucoup là-dessus parce que dans des situations difficiles, la première tendance du chef d'entreprise, ça peut être de se replier sur soi-même et d'arrêter la communication vis-à-vis de ses partenaires. Et la communication, elle est juste clé parce que derrière communication, il y a transparence, donc il y a confiance. Et la confiance, c'est aussi ce qui va générer de la trésorerie dans un deuxième temps. Donc, phase 1, je gère ma trésorerie, je construis une prévision de trésorerie, je positionne toutes mes échéances comme si je devais les payer normalement, je dois me donner une visibilité sur c'est quoi mon besoin brut. Je ne mélange pas tout, je me donne une vision sur de quoi j'ai besoin. Ensuite, évidemment, surtout dans la situation à laquelle on a été confronté, encore une fois, la majorité des PME et des ETI, sauf certaines dans des secteurs bien spécifiques, c'est j'ai un besoin, comment je fais pour j'ai un besoin, donc j'ai potentiellement une impasse, comment je fais pour le financer. Alors déjà, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier, par rapport aux précédentes crises, et notamment celle de 2008, je crois qu'il faut souligner une mobilisation incroyable de la part des banques, évidemment de la BPI, évidemment de l'État, et les banques qui soutenaient jusqu'au 15 mars les entreprises qui se portaient bien et qui, le 16 mars, sont trouvées en difficulté, on continue à les soutenir, c'est-à-dire qu'elles ont pu tirer sur la ligne de crédit. Donc j'ai mon besoin brut, c'est quoi mes lignes de financement? Mais
qu'on dit toujours dans les situations de crise, c'est que, évidemment, tout ne peut pas venir de l'extérieur. Donc, le management, et ce que disait Stéphane, doit prendre un certain nombre de mesures et des mesures d'urgence pour montrer qu'il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et il va être obligé de décaler un certain nombre de choses. Et des choses qui ne vont pas pénaliser le long terme. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on décale des capex. Évidemment, on coupe les frais, tous les frais généraux qui ne sont pas nécessaires à gérer à l'exploitation immédiate. Et donc, on essaie d'identifier toutes les mesures du management qui vont venir aussi financer. Je positionne toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, l'activité partielle, enfin les effets de l'activité partielle, le PGE, qui, by the way, est un outil incroyable, mais qui n'est pas toujours si facile à mettre en place que ça. Et je ne sais pas si on aura des questions, mais je ne peux pas m'étendre là-dessus. Donc, je donne cette vision-là, je gère ma trésorerie, mais très vite, comme le disait Stéphane, je dois mobiliser autour de moi une équipe pour construire le jour d'après, pour construire le plan de retournement. Et on n'insistera jamais suffisamment sur la notion d'équipe. C'est-à-dire que un chef d'entreprise est quelqu'un souvent assez seul, hein, mais il doit savoir s'entourer. Alors évidemment, je suis mal placé pour dire qu'il faut qu'il s'entoure de conseils, mais oui, mais aussi de sa propre équipe et de gens qui sont totalement engagés pour construire ce projet industriel qui va bien sûr se décliner en projet financier. Et donc là, c'est construire un plan crédible. Alors je dis souvent, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que la tendance naturelle, c'est de vouloir présenter les choses un peu trop belles parce que je suis chef d'entreprise, je suis optimiste et c'est une de mes grandes qualités. Pour autant, ça se passe rarement mieux que ce qu'on a prévu. Donc, partir d'un vrai projet collectif, comme tu disais Stéphane, et derrière se mettre un certain nombre de marges de manœuvre de sécurité. Et donc, effectivement, notre rôle à nous, hein, on dit homme du chiffre, j'aime pas trop d'ailleurs homme du chiffre parce que je pense qu'on est avant tout des gens expérimentés dans des situations difficiles. Et donc, effectivement, on vient d'une part pour sécuriser l'information financière vis-à-vis de l'ensemble des stakeholders. J'allais dire d'abord le management, parce que j'ai la prétention de penser qu'on apporte une certaine valeur ajoutée dans les analyses qu'on peut faire à la fois sur le court terme et à la fois sur le long terme, les actionnaires et puis tous les partenaires et notamment les banquiers, mais pas que. Donc, il y a une phase de sécurisation de l'information financière. Après, il y a une phase d'accompagnement et de conseil qui repose sur l'expérience et la connaissance d'un environnement qui est un environnement un peu particulier dans lequel les entreprises rentrent quand elles sont en crise. Donc, on va construire ce BP et c'est vrai que à la fin du jour, le rapport que fera EY, ça sera, ou d'autres d'ailleurs, ça sera un rapport d'IBR, d'Independent Business Review, donc qui va être le diagnostic passé, actuel et prévisionnel qui va servir de base aux négociations. Et on dit souvent que ce diagnostic doit être partagé avant de pouvoir construire une solution. Donc, il faut que chacun adhère à ce diagnostic et c'est là aussi où on a un rôle. Ce que je voulais partager avec vous, avant de laisser la parole à Virginie, c'est qu'on est dans une phase où les chefs d'entreprise vont être obligés d'envisager tous les scénarios et également, et je ne vais pas empiéter sur les talents de Virginie, mais également toutes les procédures auxquelles qu'il va pouvoir utiliser pour faire face à ces problématiques. Et donc, nous, on le voit bien aujourd'hui, bon, ça a toujours été le cas, mais plus que jamais aujourd'hui, une fois que j'ai stabilisé mon casque, que je me suis mis en position de survie, que je suis en train de travailler sur mon plan, je travaille sur un certain nombre de scénarios. Et juste pour partager deux exemples que je ne citerai évidemment pas, j'ai un chef d'entreprise très récemment, donc c'est une société sur laquelle on travaille, qui m'a dit, voilà Guillaume, je suis en train de mettre en place mon PGE, j'espère que je n'aurai pas besoin de toi pour le faire. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas parce qu'il a eu besoin de nous pour le faire. Et ce n'était pas une boîte qui se portait mal le 15 mars. Je sais, je suis dans un secteur difficile, je sais que je vais être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles, et notamment pour moi, entreprise familiale. Petit 1, je vais être obligé de me couper un bras. Me couper un bras, ça veut dire me délester d'activités, soit pour générer du cash, soit parce qu'elles sont déficitaires. Et encore une fois, je n'empiète pas sur ce que dirait Virginie, mais il y a différentes façons de se couper un bras. Deuxièmement, je sais que je vais être aussi obligé de faire rentrer des partenaires financiers. Et je pense que cette période-là va aussi permettre de voir quels sont les partenaires qui vont financiers, notamment de private equity, qui vont venir accompagner ces entreprises, et notamment ces entreprises familiales qui souffrent, comme toutes. Troisième point, je sais que je vais être obligé de restructurer ma dette. Parce qu'une fois que j'ai mis du PGE sur une dette qui existait déjà, à un moment ou à un autre, il faut que je démontre ma capacité. Et ça, c'est le projet collectif. Et donc, je vais rentrer dans des négociations plus ou moins difficiles. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, une boîte dans le retail qui me dit Guillaume, moi, ma solution, c'est j'ai des filiales en Italie, en Espagne, je vais déposer le bilan. Et je lui dis, oui, c'est peut-être la solution. Simplement mesurer les effets de ce que ça peut représenter
vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires en France, même si vous préservez la France. Donc, encore une fois, mon message, c'est il faut tout envisager. En revanche, il faut avoir une ligne conductrice, c'est ce que tu disais, Stéphane, c'est-à-dire une vision du projet et surtout raisonner globalement, c'est-à-dire pas par petit ça coupe. Donc, on est rentré dans une période effectivement très particulière. L'humain sera plus que jamais clé, l'équipe sera plus que jamais clé. La vision globale du projet collectif est indispensable et je pense qu'effectivement, ça ne sera pas une reprise en V. Je ne suis pas un grand économiste, loin de là. Je pense que ça va être une crise qui risque d'être longue et il ne faut pas se tromper. Encore une fois, c'est un fusil à un coup. Et dernier message, qui était un de mes premiers messages, communication, 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 créer, maintenir la confiance, la recréer si elle a été perdue. Et je vais laisser la parole à ma chère Virginie, parce qu'il y a plein d'outils, et en France, on est extrêmement bien dotés, qui nous permettent justement aussi de nous protéger et de prendre les bonnes décisions. Sans transition, Virginie. Enfin, si transition, je reprends ma casquette. Donc, Stéphane, je me suis adressé à lui parce qu'il m'a coaché, il est à mes côtés, moi, dirigeant en difficulté. Il s'est appuyé sur les gens donc, du chiffre ou à palette bien plus large, comme l'a décrit Guillaume. Je ne me voulais pas réducteur. Loin de là ma pensée. Et donc, tous ensemble, on appelle Virginie, avocat restructuring, spécialiste. Que nous dit-elle? Merci beaucoup, Patrick. Alors, oui, effectivement, il existe pas mal d'outils pour traiter les difficultés. Mais avant tout, il faut savoir que le traitement de ces difficultés est différent, évidemment, selon leur nature, mais également selon le temps dont dispose l'entreprise pour les régler. Et le temps, Guillaume vous a expliqué tout à l'heure comment l'évaluer, ce temps, le chiffrer. Donc la trésorerie. Plus vous prenez les difficultés, plus vous ne me voyez pas, c'est ça? Je vois des petits messages. On ne voit pas. Si, on vous voit, mais il y a certaines personnes qui mettent qu'on ne vous voit pas. Je dis il faut faire dérouler, en fait. Virginie, elle a une étiquette où il y a le son et une étiquette où il y a la vidéo. C'est pour ça. Vous avez celle où il y a… voilà. Voilà, c'est ça le problème avec les dinosaures, c'est qu'ils ont plusieurs… voilà. Donc, le temps dépend en fait de la trésorerie. Et plus vous prenez les difficultés en amont et plus vous disposerez de temps. Donc, comment identifier ce temps? La clé, c'est évidemment l'information. L'information sur votre entreprise, l'information opérationnelle, financière. Guillaume vous en a parlé tout à l'heure. L'information sur vos partenaires, c'est important de connaître aussi la manière dont fonctionnent vos partenaires, surtout quand vous négocierez avec eux. Et actuellement, plus que jamais, l'information sur les mesures qui existent. Et je dois reconnaître que l'information sur les mesures qui existent actuellement est assez difficile à centraliser. On a fait un gros travail avec les membres de l'ARE, l'Association pour le retournement des entreprises. Je vous invite vraiment, c'est un site évidemment gratuit, il n'y a aucune publicité dessus, vous verrez. Allez sur le site SOS Entreprise Coronavirus. Il est extrêmement complet, il vous fait part de toutes les mesures qui existent en cette période de crise. Et j'y reviendrai, il vous fait part notamment des relais qui existent en région. Donc allez-y, n'hésitez pas, et vous avez des liens sur les sites du ministère de l'économie, sur des différents professionnels, etc. Vous verrez. Donc la clé, c'est l'information. Donc ma première recommandation, j'ai vu quelqu'un qui nous demandait les 3 étapes, ma première recommandation, c'est le diagnostic. Le diagnostic, il peut être industriel, opérationnel. Sachez qu'il existe des aides en région pour financer les diagnostics. Il suffit de contacter les directs et vous avez tout un dispositif qui existe. Ce diagnostic, il doit évidemment être financier. C'est essentiel. Et une fois, et juridique. Et une fois que vous aurez ce diagnostic, évidemment, il sera différent selon que vous êtes un fabricant, un distributeur, fabricant, que sais-je, de linoléum, par exemple. Chaque cas est différent, bien sûr.
Mais ce diagnostic, est-ce que c'est un facteur interne, externe? Parce que le mode de règlement va être différent selon cette réponse. Faut-il simplement renégocier des dettes? On parlera des techniques. Faut-il des mesures? Faut-il une aide pour cette renégociation? Ou faut-il un tiers expérimenté? Faut-il de nouveaux financements? Quel type de financement? Haut de bilan, bas de bilan? Il existe des banques spécialisées. Vous avez en région des réseaux d'investisseurs qui investissent dans les entreprises en difficulté. Vous avez des aides. Faut-il céder un actif, se couper le bras, comme disait Guillaume? Et à ce moment-là, faut-il encadrer cette cession dans un cadre sécurisé? Donc, toutes ces questions, en réalité, ce diagnostic va vraiment vous permettre d'y répondre. Et selon le temps dont vous disposerez, les mesures seront différentes. Malheureusement, quand vous arrivez en impasse de trésorerie totale, ça va être difficile de trouver un moyen de négocier dans une mesure amiable. Peut-être faudra-t-il directement aller dans des mesures plus dures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Mais si vous disposez de ce temps, voilà tous les mécanismes qui existent. Alors, je vais vous les citer. La deuxième recommandation, c'est identifier vos leviers. Et pour identifier vos leviers, il faut les connaître. Et pour cela, vous avez des spécialistes qui sont habitués. Des gens comme Guillaume, ils vous bâtissent des prévisions de trésorerie avec des lignes à la fin qui sont intitulées des lignes leviers. Et dans ces leviers, vous avez les leviers en termes de négociation, en termes de charges que vous pouvez décaler, en termes de dettes que vous pouvez décaler également. Enfin, voilà, ça, ce sont les leviers. Et donc, vous êtes obligé de vous adresser à des spécialistes. Vous avez vos conseils habituels, évidemment, qui vous suivent, mais vous avez des relais un peu partout. Vous avez des relais dans l'administration, il faut le savoir. Vous avez localement des commissaires aux restructurations à la prévention des difficultés des entreprises. Donc, ce sont des fonctionnaires qui dépendent du ministère de l'économie et des finances. Leurs bureaux sont dans les directs. Ils sont vraiment là pour vous guider dans tous les services qui existent au sein des différentes administrations pour les charges sociales, fiscales, pour vous guider même, ils vous indiquent auprès des tribunaux ce qui existe. Pour moi, c'est vraiment un point d'entrée en région pour vous guider, pour vous expliquer que vous pouvez négocier certaines dettes, qu'il existe des investisseurs. Moi, j'ai eu un CRP dans une région qui m'a mise en relation avec un investisseur qui était particulièrement actif dans cette région. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer. Les administrations, en général, les chefs d'entreprise ont un peu peur. Ils se disent, oh là, moi, je ne vais pas aller voir la directe forcément, je ne vais pas aller voir l'URSSAF, le Trésor public, alors qu'ils sont réunis dans des commissions de chefs de services financiers qui sont là pour les aider. Tous vos fondamentaux sont bousculés. N'hésitez pas à aller voir les administrations. Au niveau national, ce ne sont pas les CRP, mais le CIRI, parce que vous arrivez à des entreprises de taille plus importante, mais il ne faut pas hésiter. Dans les tribunaux de commerce, ce sont vos pairs, vous avez des dirigeants qui sont là pour vous entendre, pour vous écouter, pour vous expliquer les mesures de prévention qui existent. Quand on vous parle d'un administrateur judiciaire, en réalité, il ne faut pas avoir peur de l'administrateur judiciaire parce qu'ils ont une double casquette. Ils peuvent aussi intervenir dans un cadre totalement sécurisé, confidentiel, pour vous assister dans les négociations. Ce sont des mandataires ad hoc, des conciliateurs. Tout ça, ce sont des mesures qui existent. Au sein de la BPI, vous verrez dans les liens utiles de SOS Entreprise Coronavirus, on vous a mis les coordonnées de vos correspondants BPI localement. Là, avec le nouveau dispositif de soutien de la trésorerie, vous verrez, vous avez des codéfis auxquels vous pouvez aller chercher des soutiens de trésorerie. Vous avez des aides en région, des réseaux d'investisseurs, des banques spécialisées dans le financement des entreprises en difficulté. Chez vos banquiers classiques, vous avez des départements spécialisés dans la renégociation de la dette parce que oui, évidemment qu'on doit pouvoir renégocier sa dette si on risque des difficultés tellement insurmontables qu'elles vont compromettre la pérennité de votre activité. Donc,
sachez qu'il existe tout un tissu autour de l'accompagnement des difficultés des entreprises et il ne faut surtout pas avoir peur d'y avoir recours parce que je comprends bien que les dirigeants se trouvent dans la tourmente, je comprends bien qu'ils n'ont pas forcément le recul suffisant, mais justement, ce sont ces relais, ce sont ces spécialistes qui vous permettront d'avoir le recul, qui vous permettront de passer à autre chose que le règlement au quotidien, day-to-day du fournisseur qui vous appelle, etc., avec vos équipes épuisées. Ce sont ces spécialistes qui vont vous aider à prendre ce recul et à vous concentrer sur le management de votre entreprise, comme vous le disait Stéphane tout à l'heure. C'est vraiment essentiel d'ouvrir les portes. Bon, pour ceux qui seraient en grande détresse psychologique, sachez qu'il existe également des dispositifs pour vous accompagner. Mais souvent, on va vous dire, quand on vient nous voir, on nous dit, voilà, j'ai ça à négocier. Bon, parfois, on n'a pas le temps et on négocie dans le dur et c'est très compliqué, ça peut laisser des traces. Mais quand on a un peu de temps devant nous, quand on peut en gagner, quand on peut faire une négociation sans abîmer les relations entre les partenaires, bien sûr, il existe des outils extraordinairement efficaces. Il ne faut pas hésiter à y recourir. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Virginie pour ce retour d'expérience. Juste, moi, je regardais le challenge il y a 15 jours, justement avec Hélène Bourboulou, qu'on ne présente plus, administrateur judiciaire bien connu. Et il y avait un sondage dedans sur les prévisions d'activité, un sondage qui a été fait auprès de près de 300 dirigeants d'entreprises qui font entre 15 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a quand même 25, on a entre 10% qui considèrent qu'ils vont avoir une hausse de plus de 10% de leur chiffre d'affaires en 2020, contre toute attente. Et on a 20% qui considèrent que ça va être stable, un quart qui considèrent qu'ils vont avoir qu'une baisse entre 0 et 10%. Et après, on a 40% qui estiment qu'ils vont avoir une baisse de plus de 10%. Alors, moi, pour en avoir parlé avec pas mal de dirigeants d'entreprises, les gens me disent on nous parle de crise, mais au final, comme on ne paie pas ce qu'il y a à payer d'un point de vue État et d'un point de vue social, au final, on se retrouve avec des trésoreries qui sont relativement gonflées. Alors Stéphane, la question est pour toi, est-ce que ce n'est pas un leurre justement de se dire, bon, on nous parle de crise, mais finalement, où est cette crise? Parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui ont des trésoreries qui sont ultra gonflées en ce moment aussi. Oui, tu as raison, il y a quelque chose d'assez pervers dans la situation, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la situation nette cash aujourd'hui, elle n'est pas mauvaise parce que j'ai encaissé mon PGE, pour ceux qui l'ont encaissé. Évidemment, ceux qui étaient très malades avant la crise, ils sont probablement morts aujourd'hui ou ils sont en situation de survie. Mais les entreprises qui fonctionnaient normalement avant la crise, on leur a proposé un PGE, la plupart d'entre elles l'ont obtenu ou sont en voie de l'obtenir. On leur a reporté les charges sociales. Nombre d'entre elles n'ont pas nécessairement payé leur TVA et pour autant, personne ne les a relancées. Le Trésor public n'a pas couru après la collecte de la TVA à date. Donc oui, la situation cash, elle est pas mauvaise. Elle est même souvent meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était au mois de janvier. Alors, est-ce que ce cash-là, c'est ça qui est dangereux parce que le déni est un facteur humain et naturel et normal. Personne n'a envie de se dire faut que je traite aujourd'hui les problèmes de demain. Il sera bien temps de les traiter demain. Mais non, justement, il ne sera pas temps de les traiter demain. Donc, la situation cash, elle est trompeuse. Elle laisse à penser que finalement, ce n'est pas si grave que ça, on va s'arranger, on trouvera bien les solutions. Et en fait, je pense qu'il va y avoir une rupture de rythme fin septembre, en octobre, fin septembre ou en octobre. Et là, effectivement, si on n'a pas pris les mesures de prévention aujourd'hui, ça va être chaud. Et je voudrais juste, si je peux me permettre, ajouter deux choses à ce que disait Virginie tout à l'heure. L'ensemble des mesures de prévention qu'énonçait Virginie tout à l'heure sont effectivement disponibles et possibles.
Et d'ailleurs, il faut complètement dédramatiser les mesures de prévention. Alors, c'est paradoxal parce que les entrepreneurs ont du mal à engager ces procédures. Pourquoi? Parce que quelque part, psychologiquement, c'est aussi le constat de l'échec. Voilà. Et pour autant, leur responsabilité serait engagée ou pourrait être engagée en tant que mandataire social s'ils n'ouvraient pas ces mesures suffisamment en amont. S'ils ouvrent les mesures de prévention, personne ne peut leur en faire reproche. Au contraire, c'est un moyen de les accompagner dans la bagarre qu'il va falloir conduire pour sauver l'entreprise. C'est un outil et c'est un très bon outil. Et il n'y a pas de complexe ou de peur à avoir à ouvrir une mesure de prévention. La seule condition, c'est qu'il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan, il faut avoir un budget, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est là où être accompagné, ça peut être utile. Alors justement, sur le PGE, Guillaume, vous disiez tout à l'heure, il y a certaines personnes certaines entreprises qui l'ont eu très rapidement, d'autres, moi je connais encore certains de nos clients qui ne l'ont toujours pas eu, qui ont des difficultés pour l'avoir ou qui ont eu des refus. Ça dépend de quoi? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Je pense que le PGE il a été mis en place très automatiquement, comme le souhaitait d'ailleurs Nicolas Dufour, qui est l'État, dans les petites entreprises. Ça s'est fait assez automatiquement. Plus la taille de l'entreprise est importante, plus je dirais, il y a une forme d'exigence de la part des banquiers. Il faut se mettre à la place des banques. Ils font leur boulot. Ils ont leurs propres contraintes réglementaires, ils ont leurs contraintes de fonds propres. Et un banquier qui prête de l'argent, même s'il est contre-garanti à 10, 20 ou 30% en fonction de la taille de l'entreprise, va vouloir comprendre comment l'entreprise va être ou pas. On n'entend plus. On n'entend plus. On ne t'entend plus, Guillaume. Ah, Guillaume, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Guillaume? Non. Guillaume, on n'entend plus. Peut-être qu'il faut lui mettre un petit message là. Ouais, Guillaume. Alors, ça y est, message qui est fait. Guillaume, comment on fait pour prévenir quelqu'un comme ça? Alors. On ne t'entend plus. Non, Guillaume. Et je crois que lui non plus ne nous entend plus. Non, on ne nous entend plus. Hein. C'est coupé. Guillaume. Ouais, ça ne fonctionne plus, on ne t'entend plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, et Virginie, alors, sans rentrer dans le détail de ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais alors, est-ce que je reprends ma casquette du chef d'entreprise qui ne va pas très bien là? Est-ce que je vais voir le médiateur du crédit? Est-ce que je vais voir un mandataire ad hoc? Qui est le mandataire ad hoc? Enfin, comment? Est-ce que vous pouvez un peu détailler cela? Sauf si Guillaume a repris le micro. J'ai repris le micro, mais j'entendais plus rien, puis c'est revenu d'un coup. Donc je sais pas. On t'entendait plus, il y a eu un bug de Zoom, hein, je pense. Hein, c'est indépendant de notre volonté, là, je crois, pour le coup. On en était où d'ailleurs? Au PGE? La difficulté d'obtenir un PGE pour des entreprises de taille plus importante, hein, les banques regardant les prévisions et faisant leur boulot. Oui, elles font leur boulot, elles ont leurs propres contraintes. Donc je ne vais pas répéter si vous m'avez entendu. Elles ont leurs contraintes de fonds propres, leurs contraintes réglementaires aussi. Et elles ont besoin de visibilité sur la capacité de l'entreprise à pouvoir ou pas rembourser sa dette incluant PGE. Après, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque où un certain nombre de partenaires, et je les mets dans les partenaires, y compris les assureurs crédits, prennent des positions un peu difficiles. Et tout ça ne participe pas non plus à la confiance et donc à la mise en place de ces prêts. Et sans faire de pub pour ce qu'on a fait, mais moi, j'ai compris assez vite que c'est toujours pareil, c'est le fameux proverbe « aide-moi à t'aider ». Les banques ont besoin d'aide. Et donc, nous, on a construit une solution dite IBR, Independent Business Review Flash, pour justement apporter un minimum de confort à l'ensemble des banques en faisant des travaux de revue, d'analyse, de challenge, notamment des prévisions de trésorerie. Dernier point, et je vais laisser la parole, désolé pour la coupure. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, peu de chefs d'entreprise, alors ça dépend des secteurs, hein, mais on a demandé à les chefs d'entreprise de faire des prévisions sur 2021. Alors, j'entends ce que vous disiez, Patrick, sur l'article de Challenge, qui m'étonne un petit peu parce que je rejoins plutôt Stéphane sur la problématique de consommation et je pense que la reprise va être difficile.
Les vrais BP, ils vont être construits en septembre, octobre, novembre, quand on va voir véritablement les effets du déconfinement et de cette crise. Et il ne faudra pas négliger un point important qui est la relance, la reprise et tout ce que ça peut impliquer sur les aspects de besoin de fonds de roulement et donc de trésorerie. Il y a une question, Guillaume, toujours pour toi. De quelles contraintes parlons-nous des banques, puisque le plan, le PGE, par essence, est garanti par l'État. Donc, quel est le risque pour les banques? Bah, encore une fois, on met de la dette sur de la dette. Et puis, quand bien même je prends que 10% ou 20%, ou dans les plus gros dossiers, 30% de risque, j'ai des obligations. Alors, je connais pas toutes les règles bancaires, mais j'ai des obligations par rapport à ma mobilisation de fonds propres. Et il est évident que sur certains secteurs, enfin, dans un certain nombre de gros dossiers que je ne citerai pas, mais que cela dit qui ont été cités par la presse, où on a mis des PGE en place, c'était des secteurs qui souffrent énormément dans le retail et qui vont continuer à souffrir dans les semaines et mois qui viennent. Donc après, c'est mon premier point de tout à l'heure, qui est de dire la confiance. C'est comment je suis capable de démontrer à mes partenaires la crédibilité de mon plan et donc ma capacité à pouvoir les rembourser et assurer ce plan-là. Donc cette confiance, elle se crée pas du jour au lendemain. Donc soit elle existe et elle n'a pas été entamée et ça sera plus facile, soit elle a été entamée par l'entreprise elle-même ou par son environnement, son secteur d'activité, et ce sera plus compliqué. Mais je ne voudrais pas encore une fois, mon message tout à l'heure était important. Moi, j'ai vu une vraie mobilisation des banques. D'abord, elles se sont toutes organisées pour mettre en place ces PGE, mais je peux vous dire qu'en interne chez elles, ça a été quelque chose de compliqué. Et surtout, contrairement à 2008, moi j'ai pensé à 91, mais c'était bon, je suis encore un peu courte là, mais 2008, parce qui était une crise financière, quand on avait des lignes de découvert, on ne pouvait plus tirer dessus. Quand on avait des RCF, on ne pouvait pas tirer dessus. Là, aujourd'hui, les banquiers ont dit non, on est là, on est présent. Et d'ailleurs, mettez pas en place des PGE qui servent à rien, même si on comprend que vous avez besoin de sécurité pour l'avenir. Donc, je jette la pierre clairement pas du tout aux banques. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver dans une négociation. L'étape suivante sera plus compliquée. Oui, et puis le PGE, il est garanti à 90% par l'État, mais il reste 10% à charge des banques s'il y avait un défaut. 10 à 30%, hein, sur les gros dossiers, c'est jusqu'à 30%. Virginie, pour répondre à ma question, là, donc pendant un petit éclairage, quoi choisir? Est-ce qu'il faut aller voir le médiateur du crédit? Est-ce qu'il faut aller voir un mandataire ad hoc? Qui est le mandataire ad hoc? Enfin, voilà, comment on oriente ses choix, même si je comprends qu'il y a une complexité juridique derrière tout ça, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? En réalité, chaque cas est différent. S'il s'agit de négocier avec uniquement vos banquiers, peut-être qu'au niveau local, ça suffira, mais peut-être que ce sera trop important et que votre banquier local va vous dire non, là, moi, ça dépasse. À ce moment-là, vous n'allez pas négocier avec des banques spécialisées là-dedans sans un conseil avec vous. Donc, vous voyez, ça dépend. Alors que négocier au niveau local, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Chaque cas est différent. Moi, ma recommandation aux dirigeants, c'est d'aller voir son conseil habituel pour qu'il le guide là-dedans. Et si son conseil n'est pas spécialisé, normalement, la déontologie fait qu'il est censé le dire. Ou si le dirigeant sent que son conseil, ça ne va pas, il sent que ça bute, ça se sent ça quand même. Un chef d'entreprise, il est confronté à ça. Eh bien, il trouve un conseil qui connaît ce genre de choses. Des conseils financiers, juridiques, opérationnels. Mais pour moi, il y a tellement de choses que c'est difficile de faire sans conseil. Le CRP, il y a des entreprises qui ne peuvent pas supporter les frais de conseil. Vous avez des CRP qui vont vous aider au niveau local. Ils peuvent aussi consulter de manière tout à fait spontanée un juge au tribunal de commerce qu'il recevra dans le secret de son cabinet de manière confidentielle dans le cadre d'entretiens purement dédiés à la prévention. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment les clés. Il sent les choses. S'il se dit là, ça me dépasse, c'est plus que ce que je fais habituellement, il faut qu'il aille voir un spécialiste ou qu'il aille taper à la porte du CRP ou du président du tribunal. Il faut vraiment qu'il fasse attention. Hein. C'est quand même, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, c'était une des questions d'ailleurs, quel est le point d'entrée parmi la jungle de toutes les administrations en cas de difficulté?
Le point d'entrée de l'administration, c'est le CRP. Ils sont au sein des directs. Leurs coordonnées sont très facilement accessibles. Sur le site que je vous ai cité tout à l'heure, on les a classés par région. C'est vraiment ça. Mais parfois, ça ne suffit pas. Vous voyez, chaque cas, vraiment, hein, chaque cas est différent. Mais de la plus petite entreprise à la plus grande, je pense que tout le monde a un expert comptable. Tout le monde n'a pas un commissaire aux comptes, mais tout le monde a un expert comptable. Et donc, au moins, c'est se tourner vers son expert comptable qui l'orientera vers un avocat qui doit connaître le restructuring. On ne parle pas d'avocat qui ne connaît pas le restructuring, quand même, pour l'orienter vers le tribunal de commerce. Quand je vous disais conseil, je pensais bien sûr à l'expert comptable que le chef d'entreprise voit au quotidien. Ils ont fait un énorme travail avec toutes les mesures gouvernementales qui ont été mises en place. Effectivement. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Oui, enfin, ce que je crois qu'on on en avait déjà discuté, Patrick, c'est que on va rentrer dans une phase de construction de BP, hein, pour reprendre ce que disait Stéphane, et de renégociation avec l'ensemble des banques. Et pour la majorité des entreprises, pour les entreprises qui ont mis en place le PGE, et tous les BP vont devoir être revisités en dehors de certains secteurs qui vont très bien, il n'y a pas de sujet. Et notamment, on a effectivement un certain nombre de secteurs, auto, aéro, retail, et évidemment tout ce qui est tourisme et autres. Et pour moi, on va avoir deux types de situations. Qu'on a vu d'ailleurs le 16 mars, c'est les situations de restructuring un peu dures, d'entreprises dans des secteurs qui souffraient déjà avant le confinement, avant la crise Covid, et des entreprises qui sont entrées dans des moments difficiles, mais qui vont être plus en stress qu'en distress. Et je crains qu'il y ait effectivement beaucoup de dossiers à traiter. Alors, quand je dis je crains, c'est clair que ça va nous faire beaucoup de travail. Mais je ne crois pas que ça soit traité uniquement par le restructuring. Ce que je veux dire par là, c'est que, et des discussions que j'ai pu avoir avec l'ensemble, avec pas mal de banques, même beaucoup de banques, c'est que les dossiers qui seront stress vont probablement s'inspirer des méthodes du restructuring. Déjà, on s'en est inspiré par la gestion de la crise court terme avec tous les décalages qu'on a pu citer, hein, mais vont être traités probablement, ces dossiers-là, par les équipes, j'allais dire coverage commercial, pour les entreprises qui sont en situation plus compliquée qu'elles n'étaient, mais qui ne sont pas en distress, comme on peut le connaître avec Virginie, Stéphane, sur des dossiers beaucoup plus compliqués. Donc, je pense qu'on va avoir toute une catégorie de vrais distress qui vont être traités par les spécialistes et on a déjà beaucoup de travail et je pense qu'on va avoir encore beaucoup plus de travail dans les mois qui viennent. Donc, ça sera Siri, ça sera mandat ad hoc, ça sera aussi procédure collective. Et c'est vrai que nous, on recommande toujours le mandat ad hoc le plus en amont possible, ou la conciliation, c'est-à-dire tout ce qui est prévention pour engager les discussions. Mais il ne faut pas considérer que les procédures collectives, surtout en France, sont des mauvaises solutions si elles sont bien préparées en amont. Parce qu'il va y avoir de la restructuration. Et le redressement judiciaire peut être aussi un très bon outil s'il est bien pris. Et là, il faut des vrais conseils aussi, avocats et autres, avec énormément d'expérience pour mener à bien une restructuration. Je pense qu'on va avoir des plans de continuation ou des plans de sauvegarde où on va pouvoir apurer le passif. Peut-être qu'on aura même l'aide de l'État. Peut-être qu'on mettra en place des PGE dans le cadre de procédures collectives. Donc, encore une fois, il faut écarter aucune solution de prime abord en se disant ça, c'est pas pour moi. Il faut étudier tout. Puis après, il y aura les dossiers que j'appelle stress qui seront traités de la même manière. C'est-à-dire qu'il faudra des IBR, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais il faudra donner de la visibilité aux créanciers, quels qu'ils soient. Mais ça sera traité, je pense, par les équipes dites coverage des banques qui voudront garder cette relation commerciale, d'une part, mais aussi parce que les équipes affaires spéciales, à mon avis, ne pourront pas tout faire. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas des échanges d'un à l'autre. Et on le voit déjà, hein, pour être très clair. On le voit déjà. Et tiens, Stéphane, un petit conseil. Toi qui connais bien, il y a une personne qui nous écoute, qui dit: je conseille de choisir un avocat délocalisé par rapport au tribunal de commerce, de ne pas prendre les gens dans la même région. Est-ce que tu as un retour d'expérience à nous faire par rapport à ça? Guillaume, ça a l'air de le faire rire. Ouais. Ouais, je crois qu'il faut prendre un avocat en qui on a confiance, comme il faut prendre un conseil en qui on a confiance. Après, il y a eu des grands débats sur les tribunaux délocalisés, etc. Enfin bon, je pense qu'il n'y a pas de règle en la matière. Je pense que l'élément clé, c'est la confiance. Et puis la compétence, hein, évidemment, les deux vont de pair aussi. Oui. Virginie, je te laisse répondre sur ce point. Oui, il n'y a pas de règle en la matière. Parfois,
On va sans faire de duo avec un correspondant, un avocat local. Parfois, on le fait. Il y a des tribunaux où on le fait systématiquement, mais on le sait, ça fait partie de notre métier, de savoir ce genre de choses. Et franchement, j'entends bien cette question, je vois ce qu'il y a derrière, mais dans la majeure partie des cas, quand même, enfin moi, c'est vraiment ce que je constate et de plus en plus. Les juges sont là pour nous aider, pour faciliter le redressement. Parfois, c'est mal vécu, parce qu'il arrive que des choix doivent être faits. Mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et l'avocat, ça nous arrive de faire des duos. Et évidemment, on doit connaître son terrain d'activité, je dirais. On doit connaître nos juridictions pour agir au mieux dans l'intérêt de l'entreprise. Et si on a une déontologie, on ne va pas aller devant un tribunal seul, là où on sait qu'il faut un avocat en qui que les juges connaissent ou en qui ils ont confiance. Si nous, par exemple, on ne connaît pas forcément ce tribunal parce qu'on ne peut pas connaître tous les tribunaux de France. C'est notre déontologie, puisque nous, c'est vraiment notre but premier, c'est de redresser l'entreprise. Exactement. Ouais. C'est très clair. Stéphane, le mot de la fin. Je vois que tu veux prendre la parole. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on parle des procédures collectives, on a toujours l'impression que c'est compliqué. En fait, ce n'est pas très compliqué. Et les procédures collectives, c'est une étape dans un processus, dans un plan. Moi, manager d'entreprise, avant évidemment de décider d'engager une procédure, et je ne l'engagerai que bien entouré, c'est ce que disait Virginie, c'est ce que disait Guillaume, mais j'ai des choses à faire avant d'engager cette procédure. Je vais aller négocier avec la commission des chefs de service au niveau préfectoral pour obtenir un moratoire sur ma TVA, mes impôts, mon social, etc. Je vais aller rencontrer mon banquier avec ce fameux plan que j'ai élaboré avec mon DAF et avec mes équipes. Je vais aller rencontrer mon banquier pour essayer de renégocier mon compte courant si j'ai du découvert ou une autorisation de découvert. Je vais essayer de négocier un moratoire, un étalement, un report. Je vais essayer de renégocier ma dette si j'ai des crédits en cours, etc., etc. Il y a des actions que je peux conduire comme ça, moi, patron d'entreprise, avec mon DAF, avec mes équipes, pour essayer d'améliorer ma situation cash et ma prévision de situation cash. Je vais essayer de négocier des lignes de mobilisation du poste client, du DAI, de la facturage. Ça, c'est à ma portée. Je peux faire ça. C'est même les premières mesures que je vais essayer de mettre en œuvre. Je vais aller rencontrer mes clients et je vais leur demander de me donner des effets de commerce à la place de me payer à 90 jours par virement, de façon à pouvoir mobiliser ça. Je vais aller voir mes fournisseurs et je vais leur demander de me donner 120 jours, mais je leur donne un effet de commerce à la place de les payer à 60 jours comme on avait convenu. J'ai des marges de manœuvre avec un peu d'originalité, mais et aussi un peu de courage pour améliorer ma situation. Et si tout ça ne suffit pas, alors là, je vais effectivement me tourner vers Guillaume et vers Virginie et je vais leur dire, bon, quelle est la procédure qui est la plus adaptée à ma situation étant celle-ci, différente de celle de mon voisin. Est-ce que c'est une conciliation? Est-ce que je dois rentrer dans une procédure de sauvegarde? Si je suis arrivé au bout de ce que je peux négocier en termes de solution cash, alors oui, c'est probablement la sauvegarde, parce que là, pour le coup, il faut que je préserve l'actif de l'entreprise et sa situation de cash. Mais ça peut être autre chose en fonction de ma circonstance. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que tout ça s'inscrit dans un processus, voilà, et que ce processus n'est pas si compliqué que ça. C'est plus une question d'expérience, d'habitude, et voilà, il n'y a rien de dramatique à tout ça. Toutes les boîtes du monde ont connu à un moment ou à un autre de leur histoire des difficultés. Les banquiers ont l'habitude de rencontrer des gens qui ont des difficultés. Ils ont des outils. La seule chose, c'est est-ce que vous êtes crédible ou est-ce que vous n'êtes pas crédible? Et ce qui est un élément majeur de votre crédibilité, c'est votre plan. C'est le plan que vous avez élaboré en amont. Voilà. C'est clair. Guillaume, un mot très rapide. Oui, pardon, non, mais juste pour rebondir sur ce que disait Stéphane, tu sais que je m'occupe aussi, dans le cadre de mes activités, j'ai plus entrepreneur, du prix d'entrepreneur de l'année. Et je suis toujours surpris de voir les lauréats, quand ils gagnent, la façon dont ils parlent de leur entreprise. Et si on écoute bien, à chaque fois, ils font une allusion à un moment difficile qu'ils ont connu, parce que c'est probablement à ces moments-là qu'ils ont aussi beaucoup appris. Et le mot de la fin, en tout cas ce qui me concerne, c'est que
les gens qui participent, Virginie, Stéphane, moi, toi, Patrick aussi, et probablement plein de gens dans cette conférence, dans ce call. Nous, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait. En tout cas, je vais parler pour moi, mais je ne pense pas que je serai contredit, parce que c'est juste des moments très difficiles. Alors, on n'est que des consultants, mais que vivent les chefs d'entreprise, c'est des moments uniques sur le plan humain, et ça permet de créer des relations qui sont, comme disait un de mes clients, d'un autre monde. Donc, je pense que confiance, humain, teaming, c'est vraiment les maîtres mots du restructuring, et c'est, je crois, aussi pour ça qu'on fait ce métier. C'est très clair, ce sera le mot de la fin. Guillaume, Stéphane et Virginie, ou plutôt Virginie, Guillaume et Stéphane, merci beaucoup de vos interventions. Je lis les commentaires depuis tout à l'heure, je peux vous dire que je ne suis pas le seul à avoir apprécié. Et merci pour cette couverture du sujet très complète de par les trois angles qui sont les vôtres. Merci à Anne-Lise pour l'organisation de ce webinaire encore. Merci à chacun de vous. Et si vous êtes intéressé par ce que nous organisons, ce que nous publions, n'hésitez pas, encore une fois, à nous suivre sur la suite d'Eldeal Management, la page d'Eldeal Management sur LinkedIn. Voilà. Je vous Merci à toi, Patrick. Une bonne journée. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et prenez garde à vous. Voilà. Merci à tous. Merci À très Au revoir, à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.